D'autre part, on a dit de certains fossiles qu'ils étaient des formes transitoires, alors qu'ils n'en étaient rien. Ce fut précisément le cas du fossile d'un poisson connu sous le nom de coelacanth. Pendant des années, les évolutionnistes ont proclamé que cette créature avait des caractéristiques similaires à celles des animaux vivant sur Terre. Ils argumentaient en disant qu'elle avait des ébauches de pattes et de poumons. Ces suppositions évolutionnistes furent présentées comme des faits scientifiques. Des dessins représentant l'animal évoluant de l'eau à la terre les appuyaient, et ils parvinrent même à être repris dans les ouvrages scolaires. Quel ne fut pas le choc des évolutionnistes lorsqu'on pêcha un spécimen vivant du coelacanth soi-disant disparu dans l'océan Indien en 1938. Le poisson n'avait rien de différent des poissons actuels. Contrairement aux affirmations des évolutionnistes, les coelacanths n'avaient ni pattes ni poumons. Pire encore, alors qu'on prétendait que le coelacanth était une créature prête à passer du milieu marin au milieu terrestre, ce poisson ne vivait en réalité que dans les profondeurs des océans et n'allait jamais au-delà de 180 mètres de profondeur. L'Archéoptéryx fut aussi présenté sous la forme transitoire de l'oiseau fossile, créature intermédiaire entre le reptile et l'oiseau. Cependant, on découvrit chez le 7e Archéoptéryx, mis à jour en 1992, un sternum, c'est-à-dire l'os essentiel aux muscles pour voler. Cela prouve, par conséquent, que l'animal était en réalité un oiseau parfaitement capable de voler. Les arguments portant sur les cerfs situés sur les ailes de l'Archéoptéryx étaient non fondés, dans la mesure où ces caractéristiques se retrouvent chez des oiseaux modernes tels que l'Hoatzin. Quoi, Stephen Jay Gould, paléontologiste à Harvard et défenseur de la théorie de l'évolution, dut admettre que l'Archéoptéryx ne pouvait être considéré comme une forme transitoire. En examinant les structures des différents groupes animaux, nous pouvons constater qu'aucun processus d'évolution n'a pu se produire. Il est notamment impossible qu'un poisson disposant d'un système respiratoire, d'un système excrétoire, de muscles et de métabolisme propre à la vie marine ait pu se transformer en animal terrestre dès sa sortie du milieu aquatique. Les créatures terrestres sont également très différentes les unes des autres. Les évolutionnistes avancent que les oiseaux descendent des reptiles suite à des mutations fortes. Or, les reptiles sont des animaux à sang froid, tandis que les oiseaux ont le sang chaud. Le corps des oiseaux est couvert de plumes, tandis que les reptiles sont couverts d'écailles. De plus, les oiseaux disposent d'un système pulmonaire particulier qui ne ressemble aucunement à celui des animaux terrestres. La thèse de l'évolution ne peut d'ailleurs pas non plus expliquer les propriétés aérodynamiques de leurs ailes. Il est impossible que les ailes se soient développées graduellement, parce qu'une aile à demi développée n'est pas un avantage, mais plutôt un inconvénient fatal. Les partisans de l'évolution prétendent également que les reptiles se sont transformés en mammifères, alors qu'ils sont bien distincts les uns des autres. Les reptiles pondent des œufs, alors que les mammifères donnent naissance à leur progéniture. Par ailleurs, le corps des mammifères est couvert de fourrure et non d'écailles. L'origine du mécanisme de lactation spécifique aux mammifères reste inexpliquée par les évolutionnistes. Face à ces réalités concernant le monde des fossiles, les évolutionnistes se concentrèrent sur l'évolution de l'homme, descendant du singe.
À ce jour, on connaît 600 500 espèces de singes, pour la plupart éteintes. Les crânes de ces singes disparus, petits et grands, constituèrent une grande source d'inspiration pour l'imagination des évolutionnistes. En classant ces crânes du plus petit au plus grand, et en y ajoutant ceux de races humaines disparues, les évolutionnistes ont réussi à concocter le scénario de l'évolution humaine. Le rôle le plus important est octroyé à l'espèce des australopithèques, dont le premier fossile fut découvert en 1924 par le paléontologue Raymond Dart. Depuis, les évolutionnistes argumentent que cette espèce de singe, dont le nom signifie « le singe du Sud », est une créature humaine. Or, en comparant les squelettes des australopithèques et ceux des chimpanzés, on ne remarque pas de différence flagrante. Les évolutionnistes émirent alors l'hypothèse que les australopithèques marchaient debout sur leurs deux pattes, contrairement aux autres singes. Malheureusement, deux anatomistes reconnus mondialement, Lord Solly Zuckerman et le professeur Charles Oxnard, réfutèrent cette allégation. Autrement dit, les évolutionnistes avançaient que l'australopithèque était l'ancêtre de l'homme, alors qu'il ne s'agissait que d'une espèce de singe disparue. Par ailleurs, les fossiles classifiés par les évolutionnistes dans les catégories Homo erectus, Homo ergaster ou Homo sapiens sont en réalité différentes races humaines. L'inspection de ces fossiles permet de voir que leurs squelettes sont pratiquement les mêmes que ceux des hommes d'aujourd'hui. Les quelques différences structurelles se situent au niveau du crâne. Le paléontologiste évolutionniste Richard Leakey admet que la différence entre le crâne de l'Homo erectus et celui de l'homme moderne réside dans la race. Ces différences ne sont pas plus prononcées que celles que nous trouvons actuellement entre les hommes des différentes zones géographiques.